charge correctement ce problème initial. Donc ça, c'est pour la présentation de la série. Là, on va rentrer maintenant dans cet épisode-ci à proprement parler sur la plagiocéphalie, et on va le faire avec un... non, je vais d'abord présenter Gianni, qui est là. Gianni, il est ostéopathe à Lyon. Il travaille maintenant exclusivement autour de la périnatalité. Il intervient aussi en maternité. Et il se trouve que Gianni, c'est le seul ostéopathe exclusif à avoir été inclus dans le groupe d'experts désigné par la HAS pour élaborer les recommandations que vous avez pu télécharger d'ailleurs dans la salle d'attente. Donc, il est très bien placé pour nous parler de ça. C'est vraiment son sujet de prédilection. Il y travaille depuis plusieurs années. Donc, je passe la main à Gianni. Merci Marco. Donc bonjour à toutes et à tous déjà. Donc merci Marco pour l'organisation de ces webinaires et pour m'avoir invité à échanger sur ce sujet qui est passionnant. Merci à vous également d'être aussi nombreux à partager ce moment avec nous. Donc pour commencer, effectivement la HAS a réuni une vingtaine d'experts dont j'ai fait partie et nous avions pour objectif de rédiger ensemble des recommandations concernant la prévention des déformations crâniennes positionnelles. C'est donc que c'est un problème à ne pas négliger et on était tous d'accord dans le groupe sur ce sujet. Alors, ces recommandations, elles ont été publiées le 5 mars 2020 sur le site de la HAS et on vous invite à en prendre connaissance dès maintenant si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'ici. Très bien. Alors, il y a un autre préambule que j'aimerais faire, c'est que durant toute cette série, pardon, on va aborder la question des déformations crâniennes, donc la plagiocéphalie et brachycéphalie. Il se trouve qu'il y a un type de plagiocéphalie qu'on nomme malformative et qui est due à une soudure prématurée d'une suture ou de plusieurs sutures du crâne. Ça, c'est quelque chose dont on ne va pas du tout parler et qui ne sera pas abordé ici. Ça sort de notre champ de compétences. Nous, ce dont on va parler, ce sont des plagiocéphalies et brachycéphalies fonctionnelles, c'est-à-dire que ça suppose une intégrité respectée des structures du crâne et plus particulièrement leurs sutures. Et alors, pour commencer, justement, on voulait vous soumettre un petit sondage, c'est-à-dire avoir votre avis à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, normalement, vous voyez apparaître le sondage. Donc, vous cliquez sur oui ou sur non et vous envoyez votre réponse. À votre avis, est-ce qu'une tête comme ça, est-ce que ça va revenir tout seul à la normale, c'est-à-dire vraiment en rond, quoi? Donc là, je vous laisse participer, répondez et vous envoyez. Je regarde en même temps si tout va bien au niveau technique. Apparemment, tout le monde a réussi à se connecter, c'est très bien. Et je vais afficher le résultat du sondage juste après. Je précise, parce que je ne l'ai pas fait tant que j'y suis, que donc nous, notre mot d'ordre, c'est qu'on préfère distribuer des cookies que des baffes, c'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu ici. Donc, que vous soyez kinésithérapeute, sage-femme, il y a même probablement des parents, que vous soyez médecin. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est votre intérêt sincère pour une question qu'on va traiter. Et après, l'idée, c'est voilà, d'apprendre à vivre ensemble en bonne intelligence. Alors, là, je regarde, ça avance, les réponses. Je vais... Alors, juste, j'ai un petit problème. Comment est-ce que... Ah oui, c'est bon. Très bien. Là, les votes avancent. On va pouvoir afficher tout ça. Et donc, toujours pareil, voilà, je vois que les questions-réponses, ça fonctionne. C'est activé. Très bien, super. Donc là, je mets fin au vote. Je vais afficher les résultats. Et donc, on voit effectivement, ça ne fait pas l'unanimité et c'est très bien. Et justement, l'intérêt de cette présentation, c'est justement d'y voir un peu plus clair dans cette question. Et peut-être qu'après, les réponses pourraient être différentes. On verra ça, on y reviendra par la suite. Donc là, si on reprend le cours de la présentation, je laisse la place à Gianni pour cette introduction. Merci. Donc c'est bien le sondage, on a eu à chaque fois sur les 3 webinaires, les 3 sessions à peu près le même taux de réponse entre oui et non. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc effectivement, en tout cas, c'est une question assez fréquente que nous posent les parents en cabinet. C'est si on ne fait rien, est-ce que la forme du crâne revient à la normale toute seule? Alors à cette question, il y a certains professionnels qui répondent oui, qu'il suffit d'attendre et qu'il n'y a rien à faire, et d'autres qui vont répondre non. Et ils pensent que ça revient pas tout seul si on ne fait rien. Alors, dans un premier temps, on va d'abord analyser ce que dit la littérature concernant l'évolution naturelle de la plagiocéphalie et de la brachycéphalie, et ensuite on fera le lien avec ce qu'on constate en pratique. Alors tout d'abord, c'est intéressant de connaître le nombre de nourrissons qui sont concernés par les déformations crânio-positionnelles, et c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie.
Alors, il y a unanimité dans les études pour dire que c'est surtout depuis les recommandations de couchage sur le dos et la campagne Back to Sleep dans les années 1990 que l'incidence des déformations crâniennes positionnelles a augmenté considérablement. Mais il y a aussi unanimité pour dire qu'il ne faut pas changer ces recommandations pour autant, parce qu'elles ont permis de diminuer la mort subite ou la mort inattendue du nourrisson. Du coup, on va analyser de plus près quelques études épidémiologiques pour voir combien de nourrissons sont concernés par les déformations crâniennes aujourd'hui. Et on va commencer par cette étude de Chisholm, qui est une pédiatre en Nouvelle-Zélande. Elle a publié cette étude en 2004. 2004, ça paraît loin, mais elle est encore considérée aujourd'hui comme une référence, cette étude. Donc, elle a analysé sur une cohorte de 200 nourrissons. Elle retrouve, comme on voit sur ce graphique, à 4 mois, environ 10% de nourrissons concernés par la plagiocéphalie et aussi 10% concernés par la brachycéphalie, ce qui donne en tout 20% de déformation crânienne à 4 mois. Ensuite, plus récemment, en 2013, on a cette étude de Maouji, qui est une professeure en santé publique au Canada. Elle a retrouvé sur 440 enfants de 2 à 3 mois, 46% d'entre eux avec une plagiocéphalie. Ce qui est un résultat quand même beaucoup plus important que Chisholm en 2004, où elle était à 20% toutes déformations crâniennes confondues. Là, on est à 46%. À noter que la brachycéphalie n'a pas été étudiée dans l'étude de Maouji. On passe cette fois-ci en Europe, en Italie, avec Ballardini, qui est une médecin, qui publie cette étude en 2018, et elle retrouve sur 283 enfants entre 2 et 3 mois, 38% de déformations crâniennes, dont 15% de brachycéphalie parmi ces 38%. Donc, ce qui est assez cohérent avec les résultats de Maouji. Ensuite, en France, en 2019, Dirocco, qui est chef de service de neurochirurgie à Lyon et qui était avec moi dans le groupe d'experts de la HS, il publie la seule étude épidémiologique française sur le sujet et il retrouve rétrospectivement sur une analyse de scanner cérébral de 37 nourrissons entre 1 et 12 mois, il retrouve 40% qui ont une plagiocéphalie. Et là, le brachycéphalie n'a pas été étudié dans cette étude non plus. Donc, on parle vraiment que de plagiocéphalie à 40%. Et enfin, aux États-Unis, une étude qui vient de sortir en 2020, publiée par Aloualia, dans un service de neurochirurgie aussi, avec globalement la même méthodologie que Dirocco, mais avec une cohorte plus importante. On est avec 171 enfants entre 2 et 5 mois, et ils retrouvent les mêmes chiffres que Dirocco, 40% de plagiocéphalie. Et là encore, la brachycéphalie n'a pas été étudiée dans cette étude. Donc, globalement, si on résume toutes ces études, on peut retenir que de nos jours, à 2 mois, on a un enfant sur 3 qui a une déformation crânienne positionnelle, ce qui colle plutôt bien par rapport à la réalité de ce qu'on observe en pratique clinique et ce qui représente quand même un nombre assez conséquent de nourrissons. 1 sur 3, ça fait quand même beaucoup. À toi, Marco. Très bien, merci Gianni. Donc Gianni vient vous proposer justement de présenter les chiffres d'épidémiologie. On va voir maintenant comment ces chiffres évoluent durant la croissance et avec l'âge qui avance. Il se trouve que là, on va discuter un peu de la littérature. Il se trouve qu'il y a des enjeux autour de toute cette littérature. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qu'il y a plusieurs acteurs dans ce domaine. On a d'un côté les fabricants de casques et de l'autre côté, on a des gens particulièrement optimistes qui aimeraient à tout prix que tout s'arrange spontanément. Et nous, finalement, on se retrouve un peu entre les deux, kinésithérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes. J'ai vu qu'il y en a qui m'ont dit que j'avais oublié de les citer. Je fais un petit coucou à Facebook, apparemment le direct fonctionne, donc c'est très bien. Donc nous, tous les praticiens qui prenons en charge la plagiocéphalie et les déformations crâniennes en général, on se retrouve un peu entre les deux. Donc on va voir maintenant comment se situer dans cette littérature avec ce regard critique. Donc, on retrouve l'auteur dont a parlé Gianni, qui s'appelle Hutchison, qui, elle, a beaucoup publié sur le sujet. Et déjà, on voit sur cette première étude une tendance qui se dessine et qui est une tendance spontanée à l'amélioration. Et ça, c'est intéressant. On retrouve une autre étude de Hutchison. Là, on a sélectionné pour vous celles qui sont les plus marquantes, les plus citées. Mais il y en a plein d'autres, effectivement. Et je renvoie aussi à l'article qu'a publié récemment Gianni, avec une très grande bibliographie pour ceux qui veulent aller plus dans le détail. Cet article de Hutchison de 2011, nous l'avons mis parce que justement, la conclusion
dit qu'en fait, ils vont arriver, tout va rentrer dans l'ordre globalement. Il se trouve que si on lit l'article d'un peu plus près, alors on retrouve bien cette tendance spontanée à l'amélioration, notamment pour les cas légers. Hein, les cas sévères, on en retrouve quand même plus tard. Mais il faut savoir que les participants à cette étude, donc les enfants, ont tous suivi des séances de kiné et leurs parents ont reçu des conseils de prévention sur la plagiocéphalie. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler l'histoire naturelle. Et je ne sais pas pourquoi, mais encore aujourd'hui, dans la littérature, souvent on fait référence à cet article comme si c'était une étude d'histoire naturelle, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Les enfants ont reçu de la kiné et leurs parents des conseils. Donc, c'est juste bon à savoir. Une étude plus récente d'un Allemand, Wilbrandt, qui lui, dans leur groupe contrôle, n'ont pas réussi à mettre en évidence d'amélioration significative de la forme du crâne. Cette étude-ci, qui a été publiée dans le BMJ d'une équipe hollandaise, a fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de réponses. Ils ont comparé en fait deux groupes, un groupe avec traitement par orthèse crânienne, les casques, et un groupe qui ne recevait pas du tout de traitement. Le plus intéressant dans cette étude, c'est le groupe contrôle, parce que justement, dans le groupe contrôle, ils n'ont remarqué aucune amélioration significative de la forme du crâne. Van Vlimmeren, qu'on retrouvera dans l'épisode 3, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la plagiocéphalométrie, donc les moyens de mesurer une plagiocéphalie, a publié récemment cet article dans lequel effectivement il constate un retour spontané à la normale, aussi bien que ce soit les patients étaient suivis ou en kinésithérapie ou rien du tout. Et finalement, il trouve la même chose, mais il précise que n'était inclus dans cette étude que des enfants qui présentaient des plagiocéphalies légères. Si on voit à quoi ça ressemble, voilà, c'est en bas à gauche, les deux carrés, là on a normal, léger, et après on a modéré et sévère. Donc les cas modérés et sévères n'étaient pas inclus dans cette étude. Il précise d'ailleurs dans sa conclusion qu'il faudrait que des études à venir s'intéressent aux cas modérés à sévères, et il pense quand même que ces cas méritent une attention particulière et probablement une prise en charge particulière. Alors, si maintenant on reprend les études les plus récentes, celle de Dirocco ici en France, Gianni vous a présenté donc la population des enfants ici où on trouvait 40% de plagiocéphalie. Si on prolonge jusqu'à une population âgée de 15 à 18 ans, on retrouve encore 12% de déformation crânienne visible au scanner. Et on retrouve aussi cette amélioration spontanée et partielle. L'étude la plus récente, donc actuellement celle de Aloualia en 2020, sur 1429 sujets, pareil, s'étend jusqu'à 18 ans. Et dans le groupe des personnes âgées de 18 ans, on retrouve encore des plagiocéphalies et on voit bien cette tendance naturelle à l'amélioration. Donc, si on voulait conclure un peu de ce tour rapide de la littérature, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a bien une amélioration spontanée. Effectivement, mais qu'elle n'est pas complète, du moins qu'elle ne concerne pas tout le monde. Donc, c'est une amélioration spontanée, mais qui est partielle. On va voir maintenant, avec Gianni, un peu d'autres éléments à savoir quand on lit la littérature en rapport avec la plagiocéphalie. Gianni, je te passe la main. Donc globalement, comme vient de le dire Marco, toutes les études montrent une amélioration spontanée partielle. Mais quand même, il y a plusieurs auteurs qui ont des résultats assez différents finalement, avec certains qui retrouvent moins de 5% de cas à l'enfance, comme on l'a vu avec Hutchison par exemple, et d'autres qui retrouvent entre 10 et 15% de cas à l'adolescence, comme Dirocco et Aloualia récemment. Ce qui est quand même bien différent et bien plus conséquent. Donc comment expliquer ces divergences? Eh bien, différentes manières. Premièrement, il faut déjà analyser en détail la méthodologie des études. Donc Marco l'a un petit peu fait. On va aller un petit peu encore plus loin. En fait, cette méthodologie, elle est différente d'une étude à une autre, bien souvent. Et notamment l'outil de mesure, qui n'est pas toujours le même, et surtout les valeurs standards ou les valeurs seuil, qui sont parfois différentes également. Et ça, c'est Alexis Guéry qui vous le détaillera plus précisément dans le 3e épisode. Mais pour illustrer quand même succinctement notre propos ici, si on regarde dans le détail le calcul du CVAI, par exemple. Donc le CVAI, c'est le Cranial Vault Asymmetry Index, qui est un indice qui nous permet de quantifier la sévérité d'une plagiocéphalie en pratique clinique au cabinet. Quand on mesure les diagonales du crâne, sur un crâne parfaitement symétrique, il n'y a pas de différence entre les diagonales et le CVAI est donc égal à 0. Mais quand il y a une plagiocéphalie, comme c'est le cas ici sur le crâne, l'image du crâne que vous voyez à gauche, quand il y a une plagiocéphalie, une diagonale va être supérieure à l'autre, et donc on a 155 mm ici contre 142 mm. Et ça va nous permettre, avec ces mesures, de calculer l'indice, le CVAI. Bien, ce calcul, en fait, il est différent, il est calculé différemment selon les auteurs. Vous voyez que le numérateur en haut, il change pas,
ces grandes diagonales moins petites diagonales du crâne, donc diag longue moins diag courte. Mais au dénominateur en bas, on voit que certains auteurs en bleu divisent par la plus grande diagonale, donc sur le schéma, ça va être 155 mm, et d'autres auteurs en rouge divisent par la plus petite diagonale. Donc ici, ça sera 142 mm. Si on reporte les résultats de ces calculs sur ce qu'on appelle la choice scale, qui est cette échelle ici de sévérité de la plagiocéphalie, qu'on utilise aussi classiquement en pratique pour en déduire si c'est une plagio légère, modérée ou sévère, et donc pour orienter la prise de décision clinique, et notamment pour orienter les parents vers le casque ou pas. On voit que pour le calcul en bleu, qui divise par la grande diagonale, donc en haut, on se retrouve avec une plagio modérée. Alors que pour le calcul en bas, qui est en rouge, on a une plagio sévère. Alors qu'en fait, on parle de la même tête, vous avez vu l'image d'avant, avec les mêmes mesures, mais simplement une méthode de calcul qui est différente. Et ça, dans l'étude de Dirocco, ils écrivent clairement que ce choix de calcul du CVI est arbitraire. Hein. Voilà, en jaune, ils préfèrent utiliser cette formule, donc c'est un choix qui est arbitraire. C'est donc important du coup de savoir ça, d'aller éplucher la méthodologie dans une étude pour interpréter correctement les résultats, parce que pour une même tête, certains auteurs qui calculent d'une manière vont conclure à une plagio modérée, et d'autres avec un calcul différent vont conclure à une plagio sévère, alors qu'on parle du même enfant. Deuxièmement, donc toujours pour expliquer les résultats entre les études présentées par Marco tout à l'heure, rappelez-vous, ces études, elles ont été réalisées dans différents endroits du monde. Certaines aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas ou encore en France. Ces études, du coup, elles analysent des populations qui sont différentes, avec des modes de vie qui sont différents, un environnement différent, peut-être aussi un capital génétique qui est différent, comme le montrent certains auteurs et certaines études. Et donc, vous pouvez imaginer que tout ça influe sur l'évolution spontanée de la forme du crâne, et donc explique des résultats différents en fonction de là où sont construites les études. Enfin, troisièmement, pour expliquer les différences de résultats, ça peut être la subjectivité des auteurs. Parce qu'en fait, ils peuvent orienter les résultats et la méthodologie de leur étude dans leur intérêt, c'est-à-dire pour confirmer ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ont envie de montrer. Et donc, l'évolution naturelle, ça peut aussi être une question de point de vue. Donc, si on prend un exemple concret pour illustrer ce propos, ceux qui disent que ça revient tout seul, ils se basent souvent sur, par exemple, l'étude de Chisholm pour dire que 3% seulement gardent une plagio à l'enfance, à 2 ou 4 ans, et donc ça serait négligeable, 3%. En fait, ces 3% pour un pédiatre, effectivement, c'est pas beaucoup, parce qu'à côté de ça, il va voir 97% d'enfants sans plagiocéphalie, puisqu'il voit une population générale d'enfants. Mais les 3% qui gardent une plagiocéphalie, ce sont ceux qui se retrouvent chez nous en cabinet spécialisé de kiné, d'ostéo, ou encore dans les centres de référence de malformations crânio-faciales. Donc ces 3%, ils représentent pour nous, spécialistes, une majorité de notre patientèle. Et c'est sûrement pour ça qu'on prend plus en considération ce sujet. Donc cet exemple, en fait, c'était pour vous montrer que c'est intéressant de connaître le point de vue ou la profession de l'auteur avant de lire son étude, par rapport à cette histoire de subjectivité. Mais si on reste quand même factuel, Hutchison, elle retrouve seulement 3% d'enfants à 2 ans avec plagiocéphalie, mais sur environ 800 000 naissances en France, par exemple, ça représente quand même 24 000 enfants. Donc, c'est pas négligeable. Et si on prend 10% à l'adolescence, comme se retrouvent Dirocco et Ahluwalia, alors on parle potentiellement de 80 000 adolescents avec une plagiocéphalie encore présente à l'adolescence. Et c'est encore moins négligeable. Okay. Merci, Gianni. Maintenant, on va aborder aussi la question de la brachycéphalie. Voilà, donc, concernant la brachycéphalie, la littérature et la clinique montrent que la brachycéphalie récupère naturellement mieux qu'une plagiocéphalie. Mais là encore, pas toujours complètement. Tout va dépendre de la sévérité de départ, en fait, comme pour une plagiocéphalie. Mais du coup, pourquoi est-ce que la brachycéphalie semble mieux récupérer dans le temps que la plagio? Alors, selon moi, l'explication, elle réside dans les mécanismes d'apparition et d'évolution qui sont différents entre plagio et brachy. Donc, si on rentre un peu dans le détail, la plagiocéphalie, elle est considérée par certains auteurs et certains cliniciens comme le témoin d'un problème de mobilité globale de l'enfant. Et si ce problème n'est pas corrigé, la plagiocéphalie va s'installer et elle aura du mal à récupérer lorsque l'enfant va grandir. Surtout s'il y a une asymétrie de la base du crâne, parce que le crâne va grandir avec cette asymétrie et le corps de l'enfant va grandir avec ce problème de mobilité globale. La brachycéphalie, quant à elle, elle peut aussi être liée à un problème de mobilité globale de l'enfant également, mais elle peut être liée, par exemple, à son environnement.
un manque de portage, à l'environnement du nourrisson. Donc, il y a un manque de portage, un défaut de stimulation neurosensorielle. Et on sait aussi qu'elle n'est pas corrélée à une asymétrie de la base du crâne, la brachycéphalie. Donc, une fois que l'enfant va grandir, qui sera plus en appui sur le dos et qui va développer sa motricité globale, alors le crâne va pouvoir récupérer plus facilement puisqu'il ne sera pas contraint. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi la brachycéphalie récupère mieux que la plagiocéphalie. Par ailleurs, la brachycéphalie, elle est moins analysée dans la littérature, à la fois parce qu'elle revient mieux et parce qu'aussi elle n'est pas asymétrique. Et ça serait donc pas les mêmes impacts sur le développement de l'enfant que la plagiocéphalie qui, elle, est asymétrique. Et on reparlera de tout ça beaucoup plus en détail dans l'épisode 5 en expliquant les conséquences potentielles que peuvent entraîner une plagio ou une brachycéphalie non traitée. À toi. Merci. Merci. Maintenant, on va passer à quelques considérations cliniques. On a vu pour l'instant le CVAI, par exemple, qui est un index qui quantifie la déformation crânienne. Il y a d'autres classifications, dont la classification d'Argenta, qu'on retrouve aussi dans la littérature, qui a l'avantage d'avoir une application clinique très rapide. C'est-à-dire que très rapidement, on peut avoir quelques éléments qui vont nous orienter sur un pronostic. Alors, sachant qu'on n'a aucun élément qui, en soi, tout seul, peut être interprété, on va avoir un faisceau d'éléments qui vont nous orienter sur un cas qui va être plus laborieux ou plus simple à traiter. Par exemple, un des éléments à prendre en compte dans une plagiocéphalie, c'est un possible avancement, une avancée ici de l'oreille du côté de la plagiocéphalie. Cette avancée nous indique que la base du crâne est également impliquée dans la déformation. On connaît tous les processus d'ossification de la base et de la voûte et nous savons qu'ils sont différents. Et si la base du crâne est impliquée, il est fort probable qu'on soit sur quelque chose qui soit un peu plus laborieux, un peu plus long au retour à la normale ou à une amélioration que quand il y a uniquement la voûte qui est impliquée. Et il y a un cas qu'il faut aborder, j'avais dit au tout début en préambule qu'on ne l'aborderait pas du tout après, mais c'est juste cliniquement, c'est important à savoir, c'est qu'en fait, quand on retrouve une plagiocéphalie avec un recul de l'oreille du côté homolatéral et ici un recul de la partie antérieure, le visage, le frontal ici, du côté de la plagiocéphalie, il est fort probable qu'on soit face à un cas de craniosynostose et dans ces cas-là, il faut réorienter absolument pour éliminer cette possibilité-là. C'est la première chose à faire. Donc, cliniquement aussi, l'autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, on parle beaucoup de la tête et de la forme de la tête. Une tête toute seule, ça n'existe pas. Donc, nous, on soigne des patients, quel que soit leur âge. Et donc, il y a des spécificités au crâne du tout petit, ça c'est indéniable. Et néanmoins, ça reste une tête dans un corps. Et en fait, la tête fait partie d'un schéma global. Donc, forcément, c'est indispensable de prendre en compte tout l'enfant, tout son corps, mais également son environnement. Donc, le mode de garde, les parents ont vraiment un rôle important à jouer dans l'amélioration, dans la prise en charge finalement de la plagiocéphalie et ça va aussi déterminer l'évolution de cette déformation crânienne. Alors, Gianni, maintenant, va nous faire un petit point sur les réflexions et perspectives pour l'avenir. Oui, donc premier élément de réflexion et de perspective, c'est qu'en fait, il y a différents moyens pour prévenir la plagiocéphalie et la brachycéphalie, tout en respectant le couchage dorsal pour dormir. Et c'est justement tout l'objet des recommandations HAS. Donc, il faut vraiment s'imprégner, nous, en tant que professionnels, pour conseiller les parents au mieux. Et on reparlera bien plus en détail dans le deuxième épisode de ces différents conseils. On présentera tous ces différents conseils qu'on peut donner concrètement aux parents en pratique. L'intérêt de ces moyens de prévention, c'est d'une part d'éviter que l'enfant se retrouve plus tard avec une déformation résiduelle du crâne, comme on l'a vu, mais aussi avec des éventuelles répercussions sur tout le corps, comme vient de l'évoquer Marco, en disant qu'il n'y a pas qu'une tête, mais il y a un corps en dessous. C'est vraiment le point essentiel à comprendre, c'est que la plagiocéphalie, elle ne concerne pas que le crâne, mais elle concerne tout le corps de l'enfant. Le deuxième élément de réflexion, ça concerne la campagne Back to Sleep, qui date du milieu des années 90 en France. Les enfants nés après cette campagne, ce sont aujourd'hui des adultes de 20 à 25 ans. Donc, on a encore peu de recul, finalement, sur cette population-là. Et il est nécessaire de réaliser des études prospectives, bien menées, en suivant des groupes comparables d'enfants avec plagiocéphalie et brachycéphalie de 0 à 18 ans, sans traitement, pour voir l'évolution naturelle de la forme de leur crâne. Parce que les études qu'on vous a présentées tout à l'heure de Aloualia et d'Iroko, par exemple, c'était des études rétrospectives. Est-ce que je t'ai coupé?
Non, non, c'est bon, à toi, Non, vas-y. très bien, si j'ai eu peur. On va faire un premier résumé et puis après, Janie va faire le mot de la fin et ensuite, on aura la partie questions-réponses. J'ai vu plein de questions intéressantes, ça va être chouette cette partie. Alors, si on veut retenir quelque chose de cette première épisode qui passe en revue, hein, pour aller plus dans le détail, on a vraiment développé tout le reste par la suite. En termes de chiffres d'épidémiologie, aujourd'hui, on ne se trompe pas si on estime qu'il y a 2 ou 3 mois, globalement, il y a un enfant sur 3 qui présente ou qui présentera une plagiocéphalie. En termes d'évolution, ce qu'on a vu, c'est d'abord que c'est un domaine où il y a plein d'enjeux entre les fabricants de casques, ceux qui aimeraient à tout prix que ça s'arrange. Effectivement, quand on lit la littérature, on voit que les fabricants de casques, on regarde par exemple le temps de la première consultation, on aura un temps médian de 7 à 7 mois. C'est-à-dire leurs patients auront consulté pour la première fois à 7 mois. Forcément, on aura des plagiocéphalies qui auront déjà bien évolué. Et ceux qui sont plutôt pro tendance naturelle à s'améliorer, eux vont inclure des conseils et des traitements en disant après finalement que c'est de l'évolution naturelle. Donc, il faut vraiment être attentif à ces enjeux. Il faut juste le savoir pour être lucide. Et finalement, ce qu'on retient de cette évolution, c'est que c'est vrai, les choses s'arrangent, ont tendance à s'améliorer toutes seules, et c'est très bien, mais que quand même, il y a un nombre non considérable, non négligeable, pardon, un nombre considérable et non négligeable de personnes qui, même adolescents et à l'âge adulte, considèrent une déformation crânienne. Donc, globalement, on est autour de 10% de la population adolescente. On a abordé la question de la brachycéphalie. En fait, elle est beaucoup moins étudiée dans la littérature, probablement parce qu'elle s'améliore mieux spontanément. Il faut savoir qu'elle est le meilleur pronostic et Gianni vous a donné son avis d'expert sur la question en termes de mécanisme. Concernant la clinique, on a vu qu'il y a cette classification qui est qualitative et qui est d'Argenta. Et aussi toujours garder à l'esprit que on ne traite pas qu'une tête, hein, et que c'est un patient et on va s'occuper de sa tête, mais de son cou et de tout le reste et aussi de son environnement. Ça, c'est très important à prendre en compte. Et enfin, en termes de perspective, donc on a maintenant dans cette documentation de la HAS avec les recommandations qui recommandent la kinésithérapie et avec une petite phrase pour l'ostéopathie. Et ça, c'est un grand pas pour nous. On n'imagine pas et voilà, je sais que Gianni ne le dira pas, mais c'est quand même grâce à lui aussi qu'il y a ce petit mot. Et la nécessité, si on en reste sur l'évolution spontanée, elle n'est pas encore étudiée de manière satisfaisante. Finalement, on n'arrive pas à répondre. Hein. On revient au sondage du début. C'est vrai que la question reste en suspens. On constate cette amélioration, cette tendance à l'amélioration spontanée, mais on ne connaît pas bien encore l'évolution spontanée de la plagiocéphalie. Il faudrait pour ça des études prospectives. Idéalement aussi, ce qui serait bien maintenant que c'est acquis qu'il faut intégrer la kinésithérapie dans la prise en charge des déformations crâniennes, ce serait bien de mener des recherches pour voir dans quelle mesure le fait d'associer un suivi en ostéopathie en plus de la kinésithérapie apporte une amélioration en termes de rapidité d'évolution, de retour à la normale, et choses comme ça. Donc, il faudrait un groupe avec la prise en charge kiné classique et l'autre avec exactement la prise en charge kiné plus ostéopathie pour vraiment voir quel serait l'apport de l'ostéopathie. J'ai vu qu'on reviendra peut-être dans les questions, mais la question a été posée. Gianni, je te laisse conclure cette présentation avant de faire les questions-réponses. Donc pour conclure, oui, si on reste factuel, pour résumer ce que les études nous disent de l'évolution spontanée, je pense que vous l'aurez compris maintenant, la littérature montre qu'avec le temps, on peut effectivement espérer une amélioration, mais pas forcément une récupération complète de la forme du crâne, ce qui donne des éléments de réponse par rapport à la question initiale qu'on vous avait posée en préambule. Donc une amélioration spontanée, mais partielle, pas complète. La littérature montre bien que dans certains cas, la déformation, elle se corrige pas spontanément, qu'elle perdure dans le temps, surtout si elle est sévère à la base, et surtout pour une plagiocéphalie par rapport à une brachycéphalie, on l'a vu également. Ça paraît donc, à mon sens, un peu utopique de penser que lorsque la déformation est sévère chez un bébé, la nature seule amènera une correction totale jusqu'à l'adolescence ou l'âge adulte. Donc aujourd'hui, à mon sens, en tant que professionnel éclairé, on ne devrait pas dire aux parents avec certitude, ça revient tout seul, parce que ni notre expérience, ni les données de la littérature ne permettent d'affirmer ça à 100%. Cependant, et ça va dans le sens des recommandations de la HAS, en tant que professionnel, il ne faut pas inquiéter les parents, il ne faut pas les alarmer. Au contraire, on doit les rassurer sur la possibilité d'une évolution favorable si l'enfant est pris en charge précocement et de manière adaptée. Et ça sera tout le sujet de l'épisode 2 sur la prise en charge, les éléments de prise en charge et les conseils à donner aux parents.
Très bien. Merci Gianni. Donc là, la présentation est terminée. Pour la suite, donc j'ai présenté toute la suite. Vous verrez quand on va clôturer ce webinaire, vous allez être redirigé vers le site cookie.link. Link, c'est justement pour faire du lien entre tout le monde. Et vous verrez le détail de tout le reste et vous pourrez vous inscrire. Il se trouve que pour le deuxième webinaire sur la prévention et le traitement que donne Jenny, il y a 2 séances, dont celle du matin est déjà complète. Par contre, il reste de la place pour celle de l'après-midi. Et puis après, vous pourrez voir tout le reste. Là, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Et donc, c'est Flavie qui va gérer ça. Alors, il y a une question. Bonjour, ma fille est née à l'aide de ventouses. Actuellement, elle a 2 mois et a toujours une petite bosse à l'arrière droit du crâne. Doit-on traiter ou cela va-t-il se résorber tout seul? Ça, c'est une question de parents, je suppose. Ouais. Oui, je suppose aussi. Alors, c'est vraiment difficile d'y répondre comme ça. Il faut savoir si cette bosse a vraiment été créée par la ventouse, ce qui est possible. Mais normalement, ça, c'est vraiment une question qu'il faut poser aux médecins ou aux pédiatres référents et puis éventuellement professionnels, aux thérapeutes manuels qui suivent aussi votre enfant. En tout cas, donc les termes qu'on emploie pour ça, c'est bosse sérosanguine ou éventuellement céphalématome si c'est encore présent à 2 mois. Ça peut se résorber. Oui, ça peut se résorber. Savoir est-ce que ça va se résorber dans tous les cas, là, il faut vraiment demander l'avis du pédiatre. C'est pas possible de répondre comme ça. Merci. Alors, une autre question. Comment savoir si une plagio est fonctionnelle ou malformative? Alors, c'est pas vraiment qu'elles sont palpables. Ce qui est assez indicatif, c'est la forme qu'on a décrite tout à l'heure, et notamment ce recul de l'oreille du côté du méplat. Et après, il faut toujours confirmer par des examens complémentaires si c'est nécessaire. Ouais. Alors, je pense que la question, simplement, les sutures sont-elles palpables? Ça fait peut-être référence à en fait, certains auteurs disent qu'on sent, et en clinique, on le voit aussi, on peut sentir une crête au niveau de la suture concernée. Si on a une crâniosténose, par exemple, de la suture lambdoïde droite, on peut avoir une crête au niveau de la suture, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est pas un repère vraiment fiable. Alors que le recul de l'oreille est vraiment un repère plus fiable. Ok. Alors, Baptiste nous demande s'il existe des facteurs génétiques intervenant dans la plagiocéphalie ou le couchage est-il le principal facteur? Alors, en fait, le couchage n'est pas le principal facteur. Le principal facteur est un problème de mobilité de l'enfant. Le couchage va venir mettre en exergue ce problème de mobilité. Donc ça, c'est vraiment important. J'en reparlerai dans le deuxième webinaire parce qu'effectivement, on n'a pas donné là les causes et les différentes implications, les différents mécanismes, mais il faut vraiment pas voir le couchage comme étant le principal facteur parce que sinon, tous les enfants couchés sur le dos auraient la tête plate. Les facteurs génétiques qui interviennent dans la plagio, aujourd'hui, on va dire, c'est une hypothèse. Ça n'a pas été vérifié, mais il y a quand même des auteurs qui en parlent. Si ça vous intéresse, je pourrais mettre les études en question sur la page Facebook de Cookie. Donc oui, c'est une hypothèse. Et ça paraît plus sur la brachycéphalie d'ailleurs que sur la plagiocéphalie. Très bien. J'en profite d'ailleurs, tant qu'on est en questions-réponses, si on n'arrive pas à tout traiter aujourd'hui, parce qu'on ne va pas faire une séance questions-réponses interminable non plus, s'il reste des questions, si vous voulez nous contacter, rejoignez-nous sur la page Facebook Cookie Learning et on continuera à répondre aux questions. Alors, il y a Florent qui demande quels sont les conseils que vous donneriez aux parents pour éviter une malformation crânienne? Alors, ça, je suis désolé, mais ça demande vraiment du temps pour répondre à cette question parce que la liste est longue comme le bras et ça demande vraiment d'expliquer le pourquoi du comment. Donc ça, c'est vraiment le sujet du deuxième webinaire. C'est-à-dire que là, l'idéal, c'est qu'on puisse avoir des questions qui soient vraiment en lien avec le webinaire qui vient de se passer par rapport à l'évolution spontanée du crâne. Pour d'autres questions, j'en ai vu aussi sur les conséquences. Il y a vraiment des sujets, des webinaires dédiés à ces sujets-là parce que ça demande vraiment de passer du temps pour pouvoir y répondre. Donc, je suis désolé sur cette piste-là. Très bien. Peut-on dégager des publications, des facteurs pronostiques à l'évolution naturelle? Et ça, justement, je vais juste intervenir avant que tu répondes, Janice. Pour moi, c'est vraiment une question fondamentale. Ce serait qu'à l'avenir, on arrive à identifier très tôt, parmi les gens, les patients, les enfants présentant une plagiocéphalie, le sous-groupe qui est à risque d'avoir des difficultés à évoluer. Et c'est eux qu'il faudrait prendre en charge vraiment de manière prioritaire. Et ça, ce serait vraiment l'idéal d'arriver à dégager, grâce à des études, vraiment des éléments qui nous orienteraient vers un pronostic plutôt à risque ou plutôt rassurant, ça va s'arranger. Je laisse répondre, Jen. Alors, déjà, alors, pour être sûr de bien comprendre la question, je pense que c'est une question qui concerne une fois que la plagiocéphalie est présente,
j'imagine. Donc, une fois que la plagiocéphalie est présente, pour moi, vraiment un des critères les plus importants, c'est l'asymétrie de la base du crâne. C'est-à-dire que quand on a une oreille qui est vraiment très avancée avec une répercussion sur la face et le front, ça c'est mauvais pronostic, c'est plus difficile à traiter et c'est de moins bons pronostics. Quand on a une faible répercussion sur la base du crâne, c'est le meilleur pronostic. Pareil, quand on a un torticolis musculaire congénital associé, le pronostic est moins bon parce qu'on sait que l'évolution le traitement et la prise en charge d'un torticolis musculaire congénital est plus longue qu'un simple torticolis postural. J'en reparlerai beaucoup plus longuement dans l'épisode 2 aussi pour faire la différence entre ces deux types de torticolis. Donc voilà, ces deux éléments-là, la mobilité de l'enfant, le torticolis et la répercussion de la plagiocéphalie sur la base du crâne. Très bien, merci. Alors, on a une question de Thierry, qu'on salue. Quel recul par rapport aux implications neurologiques ou cognitives? Ça rejoint un peu le 5e épisode où tu vas ça fait vraiment partie des questions que je vais aborder en long, en large et en travers dans le 5e épisode. Donc oui, il y a pas mal d'études finalement là-dessus sur l'impact cognitif et pareil, ça demande vraiment d'analyser de comprendre qu'est-ce qui est dit dans les études pour avoir une vraie réponse par rapport à ça. Mais c'est une question moi qui me passionne et donc j'y répondrai vraiment bien dans le 5e épisode. Alors, on a une autre question là de Clémentine. Est-ce que le nombre de patients non négligeables qui n'évoluent pas favorablement sont nés avec des instruments? Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces Alors, on sait instruments qu'effectivement, ce sont des facteurs de risque. Mais ce sont des facteurs de risque, mais ça ne veut pas dire que les enfants qui gardent une plagiocéphalie sont ceux qui sont nés avec ces instruments-là. On sait juste que c'est un facteur de risque par rapport au fait de développer une plagiocéphalie. Mais ça n'indique pas sur une évolution favorable ou pas. Ok. Alors ici, c'est une question qui revient régulièrement quand on fait cette présentation. Quelle méthode de calcul préconises-tu? Alors c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas de consensus actuellement, même en recherche, sur le calcul du CVAI, notamment concernant le dénominateur que vous a présenté Janie. Tout à fait. Alors du coup, quelle méthode? Moi, je divise par la grande, c'est-à-dire que je me réfère à l'échelle de la Choice Scale qu'on vous a présentée tout à l'heure. C'est l'échelle qui nous permet de savoir si on est face à une plagiocéphalie légère, modérée, sévère. Eux, ils préconisent de diviser par la grande diagonale. Vu que, à ma connaissance, c'est la seule échelle qui existe pour orienter la prise de décision clinique, je me réfère à celle-ci. Mais ça veut pas dire que voilà, que c'est mieux, que c'est ça qu'il faut faire. C'est ma façon de faire. Mais je sais que j'ai des confrères kinés, par exemple, avec qui je travaille, qui divisent par la petite. C'est juste qu'il faut le savoir parce que du coup, on n'a pas les mêmes résultats et ça peut expliquer des différences entre différents thérapeutes, alors qu'on parle du même. On peut espérer effectivement qu'il y ait un consensus qui se dégage, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut juste le savoir, effectivement. Alors, on a une autre question, mais c'est du même ordre ici. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Pardon, c'est que je parcours. Alors, dans les cas de plagiocéphalie, s'il y a un dysfonctionnement de la base du crâne, le couchage sur le dos accentue cette dysfonction. Ou si même le bébé grandit sans contrainte externe, la plagiocéphalie serait apparue. Ma question, seule une dysfonction de la base du crâne entraînerait-elle une déformation, indépendamment du couchage, je suppose? C'est une excellente question. Je pense qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. À mon sens, l'asymétrie de la base du crâne, quand il y en a une, admettons qu'elle peut être liée à des facteurs in utero ou lors de l'accouchement, l'asymétrie de la base du crâne, qui est entraînée par ces contraintes, va entraîner une plagiocéphalie, indépendamment, à mon avis, du couchage. Par contre, le couchage va vraiment révéler la sévérité de la plagiocéphalie. C'est-à-dire que c'est vraiment le couchage, c'est-à-dire le fait que l'enfant soit en appui de manière plus importante sur un côté de son crâne, de l'arrière de son crâne, qui va vraiment créer la sévérité de la déformation. Mais on peut imaginer qu'il y aurait quand même eu une modification, une plagiocéphalie, même s'il n'y avait pas eu couchage. Mais à mon avis, beaucoup moins importante du fait qu'il n'y aurait pas le couchage. J'espère être clair mais c'est mon point de vue. Ok, très bien. Là d'ailleurs, en parlant de couchage, est-ce que tu as un avis sur les coussins anti-plagio? Alors, ça pareil, je vais bien en parler dans l'épisode 2. À la base, donc la HAS est claire là-dessus, il faut rien du tout. Les coussins anti-tête plate, les coussins cœur, là, tout ça, tous ces trucs, c'est vraiment du matériel de puériculture. On est tous d'accord, tous les 20 experts, on était tous d'accord pour dire que plus l'enfant est libre de bouger et mieux c'est. Donc, il faut pas le caler. En revanche, quand il a une plagiocéphalie, là, il y a des choses qui se discutent et j'en parlerai dans le deuxième webinaire. Il y a des coussins qui peuvent exister de positionnement comme ça. C'est des triangles.
dans lequel on peut mettre l'enfant sur le côté opposé à sa plagio. Mais voilà, ça doit vraiment être fait dans des règles précises, jamais en tout cas nous en tant que professionnels, moi je le conseille jamais sans surveillance parce qu'il faut respecter les règles de couchage sur le dos. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas et en fonction de l'enfant. Très bien. Existe-t-il des études sur les effets des séances d'ostéo? Ouais, donc je présenterai les deux études dans le webinaire 2, donc l'étude de Sylvie Lessard de 2011 et puis notre étude qu'on a publiée en 2020. À ma connaissance, c'est les deux seuls sur la sévérité de la plagio. Il y en a une autre de Philippi en 2006 qui a été publiée aussi sur l'asymétrie posturale avec un score d'asymétrie, mais pas sur la sévérité de la plagio. Ce sont les seules études aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc autant dire que c'est vraiment très très faible. Ok. Est-ce qu'une étude a déjà été effectuée par rapport à la prise en charge de la femme enceinte et les contextes de l'accouchement par rapport à l'apparition des déformations crâniennes? C'est une bonne question. C'est exactement par quoi je vais introduire le webinaire 2. Je vais commencer par ça. C'est aujourd'hui une hypothèse. À ma connaissance, il n'y a pas d'études là-dessus, mais c'est une hypothèse, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure des contraintes que peut recevoir le fœtus in utero. On peut se dire que avec ces pratiques-là, mais aussi avec des étirements, des postures, du yoga, de l'ostéo, de la kiné, de la sophro, peut-être que le fœtus in utero serait moins contraint et que donc il serait moins sujet à développer une déformation crânienne par la suite. C'est vraiment de l'hypothèse. Mais c'est intéressant. Ok. Alors, on a des questions. Je les passe. On continue parce que il y a plein de choses intéressantes. À partir de quel âge, à partir de quel âge pense-t-on que l'évolution spontanée n'est plus possible et qu'il faut envisager des orthèses crâniennes? Alors ça, c'est un vaste sujet que là, encore une fois, je suis désolé, je spoil un peu par rapport à l'épisode 2, mais tout ça, c'est vraiment de l'épisode 2. Hein. Donc, globalement, pour répondre à cette question très brièvement, c'est 5-6 mois. C'est ce que recommande la HAS aussi. On était d'accord pour dire que la HAS dit fin du premier semestre. À la fin du premier semestre, donc 5-6 mois, on doit orienter l'enfant chez le médecin référent, le pédiatre, pour que lui envoie dans un centre de référence ou de compétences des malformations crânio-faciales, pour que le médecin du centre fasse le diagnostic et élimine éventuellement une phrénosténose et surtout envoie pour la mise en place d'une orthèse. Il ne faut pas oublier que l'orthèse, c'est un dispositif médical, donc sur ordonnance. Donc, il faut forcément une ordonnance d'un médecin pour avoir un casque. Mais il n'y a pas que l'âge, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. J'en parlerai dans le deuxième épisode. Le calcul du CVAI, les antécédents de l'enfant, sa motrice, sa mobilité, etc. Très bien. Alors, on va encore faire 2-3 questions, notamment il y aura une question sur les autres professionnels aussi, en dehors des kinés et des ostéos. Mais d'abord, cette question-là, c'est bien de l'expliquer aussi. Comment ça se fait que... C'est très simple et je l'ai dit il y a 3 minutes, c'est qu'en fait, il y a que 2 études sur l'ostéopathie qui sont faites sur ce sujet-là. En plus des études qui sont faites pour Sylvie sur 12 bébés et pour nous sur 100 bébés, mais sans groupe témoin. Donc, pas des grosses cohortes d'enfants, pas de groupe témoin, donc on peut pas comparer par rapport à l'évolution naturelle de la forme de la tête. Donc, c'est d'un point de vue méthodologique, c'est pas des études fiables. Donc, on peut pas se baser là-dessus pour recommander l'ostéopathie. Dans des recommandations officielles, hein, bien sûr, que nous, les parents viennent nous voir parce qu'ils voient qu'il y a des résultats cliniques. Donc ça, c'est très bien. Et on a clairement des résultats cliniques, mais c'est les résultats cliniques pour des recommandations HAS. Dans la méthodologie de construction d'une recommandation HAS, c'est pas suffisant. Il faut de la littérature scientifique. Et c'est le cas de la kiné. Et je présenterai les différences d'études entre kiné et ostéo dans le deuxième épisode. Et la kiné a vraiment des preuves scientifiques de leur efficacité. Et il y a actuellement, quand même, il faut préciser qu'il y a quelques études en cours et qui sont en voie d'être réalisées. Elles sont enregistrées sur Clinical Trial. Kiné ostéo, d'accord, mais il y a d'autres professionnels, et justement, hein, c'est quelque chose qui sera abordé dans les autres épisodes. Oui, il y a d'autres professionnels. La HAS cite tous ces professionnels dans le rapport d'élaboration en page 7 ou 8, c'est-à-dire la HAS dit à qui s'adresse la fiche mémo. Donc, elle s'adresse à tous ces professionnels. Après, on peut pas rentrer dans le détail de tout le monde, mais oui, il y a les chiropracteurs, il y a les éthiopathes, il y a les ergothérapeutes, il y a les psychomotriciens. Enfin, après, la liste est longue, hein, j'en oublie peut-être, mais on va dire que quand même, dans la fiche mémo, on parle de kiné et on parle d'ostéo. Voilà. Mais la fiche mémo s'adresse à d'autres professionnels, effectivement.
Et alors, il reste deux questions. Quel recul par rapport aux grossesses gémellaires? Est-ce qu'on retrouve plus de déformations? Oui, Tout à ça fait, c'est connu, effectivement. ça C'est fait partie des facteurs de risque. documenté. La position en siège, en fait, tout ce qui va contraindre le fœtus in utero, la grossesse gémellaire, enfin, le fait d'être deux, ça fait partie de ce qu'on appelle la crise du logement. Donc, le fait d'être trop bas, le fait d'avoir un jumeau à côté, le fait d'être en siège, d'avoir la tête en haut, le fait qu'il y ait des contractions, menaces d'accouchement prématuré, tout ça, c'est des facteurs de risque de développer une déformation crânienne et un problème d'asymétrie posturale. Ok. Alors, il y a cette question-ci, mais moi, je ne la comprends pas bien. Est-ce qu'il y a une différence dans l'évolution entre les plagios primaires et secondaires? Alors, ça, on peut voir différentes explications de plagio primaire et secondaire dans la littérature. Si on entend plagio primaire par présent dès la naissance et secondaire qui apparaît petit à petit, parce qu'on a des plagios qui sont présents dès la naissance, des études nous le montrent. Et puis, quand on travaille en maternité, moi, c'est mon cas, j'en vois quasiment à chaque fois que je vais à la maternité, des bébés qui naissent avec une plagio à J0, J1 ou J2. Donc, est-ce qu'il y a une différence dans leur évolution? À ma connaissance, non. C'est pas parce qu'il y a une plagiocéphalie dès la naissance que forcément elle va perdurer plus dans le temps. En fait, tout dépend de ce qui est mis en place. Si dès le début on repère comme il faut à la fois la symétrie du crâne et éventuellement la symétrie posturale et motrice de l'enfant et qu'on le traite, qu'on donne les conseils aux parents, alors elle peut très bien évoluer. Très bien. Alors, je passe la main parce qu'il y a aussi des questions sur Facebook. Alors, ça, c'est nouveau. Je passe la main à Flavie. Alors, je vais voir si on l'entend. Isabelle Gros Bébé aussi, oui, je réponds à cette Je question. déverrouille le micro. Tac. Et mince. Euh, alors, je ne sais pas, Flavie, tu n'arrives pas à Vous parler. Moi, j'ai m'entendez? verrouillé. Non. Donc, gros bébé, oui, c'est considéré comme un facteur de risque, Elisabeth. J'avais vu une question tout à l'heure Vous de Tanguy m'entendez ou qui pas? demandait Ah oui, on et t'entend. Super. Très bien. sérosanguine et c'est hématome, Tanguy. Très bien. Alors, on a des questions de Facebook. Flavie, vas-y. Ah, on ne t'entend plus. Mince. C'est pas grave. En attendant que Flavie reprenne contact, je vois ici cette question-ci. Vous préconisez quand de faire une séance d'ostéo, sachant que la plagio parfois ne se voit qu'après quelques mois? Ouais, alors la plagio ne se voit pas forcément qu'à quelques mois, hein. La plagio peut se voir à la naissance, comme je l'ai dit. La plagio peut se voir à 10 jours, peut se voir à 20 jours, peut se voir à un mois. C'est vraiment, à mon sens, enfin quoi, c'est même certain parce qu'en clinique on le voit et les études le montrent. La plagiocéphalie, elle apparaît pas d'un coup à 3 mois. Les parents s'en rendent compte parfois d'un coup à 3 mois, mais quand on sait examiner un enfant, on peut voir la plagiocéphalie très 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 tôt. Et c'est tout l'objet, c'est de justement savoir examiner l'enfant, ce que je vous expliquerai dans le webinaire 2, et savoir quoi mettre en place du coup en fonction de cet examen-là. Donc, quand faire une séance, tout dépend de l'enfant. Il y a pas de, aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation. Donc, Ok. moi, ce que je conseille aux parents, c'est 3-4 semaines de vie, à 3-4 semaines de vie. Voilà, mais c'est mon Ok. fonctionnement, c'est mon fonctionnement personnel. Très bien. Alors, j'essaye de voir si Flavie arrive à se connecter. C'est dommage parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis sur Facebook et on n'arrive pas à faire passer leurs questions. Et du coup, je vais. Euh, alors, si elle me l'envoie par texto, Est-ce je que vais vous les lire. m'entendez? Ah oui, ça, on t'entend là, ça y est. Ah, ok, Vas-y. super. Bonjour tout le monde. Désolée, j'essaye, ça marchait pas avec mon casque. Du coup, il y a Caroline sur Facebook qui demande pour une personne qui n'a pas été soignée étant bébé et chez qui on trouve une plagio, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose, espérer une légère amélioration? Alors, ça dépend de quel âge on parle, mais globalement, après 6 mois, on sait que la forme du crâne va pas beaucoup bouger naturellement. Elle va évoluer favorablement, comme on l'a vu dans les études, mais une plagio sévère à 6 mois ne va pas rentrer dans l'ordre toute seule. Donc, c'est-à-dire que si on voit un enfant à 2 ans, là, c'est utopique de penser qu'on va pouvoir lui modifier la forme de son crâne. La forme de son crâne peut évoluer spontanément avec le temps, mais on va parler en termes d'asymétrie, par exemple, ça peut être 1, 2, 3 mm qui vont évoluer avec le temps. Mais sur 15 mm d'écart, par exemple, on va pas récupérer 15 mm à 2 ans, par exemple. Sachant que quand on Ok, dit modifier la forme du crâne, on précise bien, c'est la croissance qui va modifier la forme du crâne. C'est pas durant la séance que ça se produit, Tout à justement. fait. Il n'y a pas de Ouais. tout à malentendu, hein, fait. parce que parfois on dit que les ostéos changent la forme du crâne, pas du tout. Ouais. On fait en sorte que la croissance puisse reprendre de manière harmonieuse et optimale. Oui.
Tout à fait. Okay. Merci. A-t-on des éléments, une question de Cyril, a-t-on des éléments concernant la fréquence et la programmation de la prise en charge ostéopathique, j'imagine? Alors, excuse-moi, tu peux répéter, Flavie? A-t-on des éléments concernant la fréquence et la programmation de la prise en charge ostéopathique, je pense? Ouais. Donc là encore, on est sur l'épisode 2. Alors moi, je fais partie des ostéos qui suivent les enfants régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a un facteur temps dans la plagiocéphalie et il faut faire vite. Donc si on dit, oh bah tiens, je vous revois que dans 2 mois pour voir où ça en est, dans 2 mois, il peut se passer plein de choses. Donc moi, je préfère faire un vrai suivi au départ, s'assurer que l'enfant est libre dans son corps et dans son crâne. Et une fois que c'est le cas, là, on laisse du temps. Donc moi, en général, sur une première séance, alors il n'y a pas de on peut pas faire une généralité, mais souvent, je laisse pas plus de 3 semaines entre 2 séances. Très bien. Flavie, tu peux faire une dernière question? On arrive à presque une heure. Ouais. Y a-t-il une prédisposition selon le type d'accouchement? Alors, type d'accouchement, on a dit tout à l'heure que ventouse, forceps, l'instrumentation au sens large est considérée comme un facteur de risque. Après, entre césarienne et voix basse, ça c'est une bonne question. Il faudrait que je regarde les chiffres. Je ne sais pas, Marco, si toi tu as une idée. Mais alors, j'ai pas de chiffres, non. J'ai pas de chiffres en tête. Moi, vu que ça me vient pas là comme ça, je pense pas que ça soit césarienne ou voix basse, il y en ait un qui soit plus un facteur de risque de développer une plagiocéphalie que l'autre. Tout dépend. Il y a tellement de facteurs. Voilà, et encore, si c'était le cas, ce serait un facteur parmi tant d'autres. Donc, effectivement, très bien. Super, merci tout le monde. Merci à tous, merci à Facebook, merci à vous tous d'avoir été présents. Merci. Je coupe mon micro, à bientôt. Voilà, restez sur… quand je vais fermer la salle, vous allez être réorienté vers le site internet, hein, justement, et comme ça, vous allez voir un peu le programme. Et surtout, vous pouvez nous contacter par Facebook, sur Instagram et aussi par mail. Il y a un formulaire de contact, donc s'il y a quoi que ce soit, et si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas, faites vos retours, on est preneur. Hein. Marco, c'est si on ne peut pas voir un des prochains épisodes en direct, seront-ils sur Facebook ensuite? Ah oui, effectivement. Donc alors là, cet épisode-ci a été enregistré et donc il sera disponible dès qu'on arrivera à le mettre en ligne, dès le début de la semaine prochaine. Vous pourrez le revoir, vous pourrez y faire référence et compagnie. Les autres sont des épisodes en direct. C'est tout l'intérêt d'une formation, hein, c'est d'être vraiment en direct avec quelqu'un, poser des questions, avoir un échange. Ça prend toujours. Là, on l'a fait 3 fois. Celle-ci, on voit bien que ça prend toujours une tournure un peu différente. Et il y aura probablement après une version comme en VOD, quoi, comme à la demande, effectivement. Il faut qu'on implémente tout ça. Donc, c'est prévu. Et en attendant, on avance comme ça. On essaie de privilégier quand même le live, mais il y aura probablement une version en VOD aussi de ces formations. Voilà. Eh ben, moi, je dis au revoir à tout le monde. Gianni, je te laisse… Non, mais merci à tous. C'était très, très intéressant comme expérience, encore une fois. Et puis, au plaisir de vous voir sur les prochains épisodes. Voilà, à très bientôt. Au revoir.